La nouvelle tombe presque sans bruit, mais elle agit comme une onde de choc silencieuse sur ceux qui savent écouter les silences. Victor a décidé de vendre la paillote. Il ne s'agit pas d'un simple projet commercial ni d'un caprice tardif, mais d'un départ véritable, presque définitif. Il quitte Montpellier pour rejoindre son fils et la mère de celui-ci, refermant derrière lui un chapitre qui aura duré toute une vie. Pour certains, ce n'est qu'une transaction. Pour d'autres, c'est la fin d'une époque. La paillote n'est pas qu'un établissement posé face à la mer. C'est un lieu chargé de mémoire, de discussions nocturnes, de tensions et de réconciliation. Victor y a laissé des morceaux de lui-même, parfois sans même s'en rendre compte. Chaque table, chaque chaise déplacée au fil des saisons raconte quelque chose de ses combats, de ses erreurs, de ses espoirs. Pourtant, aujourd'hui, son regard est ailleurs. Il ne parle plus d'avenir ici, mais de reconstruction là-bas. Gary, lui, n'entend pas seulement la rumeur d'une vente. Il y perçoit une opportunité, presque un appel. Depuis des semaines, il observe la paillote avec un œil neuf, comme si le lieu lui murmurait qu'il pouvait devenir autre chose. Il trouve que l'endroit n'est pas exploité à sa juste valeur. À ses yeux, les clients ne cherchent plus simplement à boire un verre ou dîner en terrasse. Ils veulent vivre une expérience, être transportés, sortir de leur quotidien. Ils parlent d'immersion, de voyage, de scénographie. Il imagine des lumières, des ambiances, des soirées à thème. Son enthousiasme déborde, mais derrière ses idées ambitieuses se cache une prise de risque immense. Lorsqu'il annonce presque fièrement qu'il est sur le point de racheter la paillote, le silence d'Inès est plus éloquent que 1000 reproches. Elle ne l'attaque pas frontalement, mais son regard trahit une inquiétude sincère. Elle connaît son père. Elle sait qu'il fonctionne à l'instinct, qu'il se laisse porter par l'adrénaline des défis. Investir l'argent de Marilyn et contracter un crédit pour un domaine qu'il ne maîtrise pas vraiment, celui de la restauration, lui paraît dangereux. Elle tente de modérer son élan, sans briser son rêve. « On est content pour toi, je suppose », lâche-t-elle, avec une nuance qui dit tout. Pendant ce temps, ailleurs, une autre tempête gronde. Nathalie franchit les portes de Midi Libre avec une détermination fragile. L'appel à témoins l'a conduite ici, comme une évidence. Elle explique que la femme visible sur le film retrouvé est sa mère. Le bébé dans la poussette, c'est elle. Sa voix tremble légèrement lorsqu'elle prononce ces mots, comme si elle craignait encore qu'on lui retire cette certitude toute neuve. Marc lui montre le film. Les images tremblées, imparfaites, semblent pourtant contenir une vérité immense. Nathalie ne respire presque plus. Elle fixe l'écran comme on fixe un fantôme qui aurait enfin accepté de se matérialiser. Pour la première fois de sa vie, elle voit le visage de son père. Elle entend sa voix. Ce ne sont que quelques secondes, peut-être moins, mais elles suffisent à bouleverser des décennies d'absence. Les larmes coulent sans retenue. Elle ne cherche même pas à les cacher. Elle avoue que jamais elle n'a été aussi proche d'une réponse. Toute son enfance s'est construite autour d'un vide, d'un nom jamais prononcé, d'une histoire tronquée. Voir ce visage, entendre ce timbre de voix, c'est comme si une pièce manquante venait s'emboîter dans un puzzle longtemps incomplet. Mais l'émotion ne vient pas seule. Marc lui explique que ce film a déjà suscité des convoitises et même une agression. L'objet n'est pas anodin. Il attise des intérêts obscurs. Nathalie comprend alors que cette quête pourrait ne pas être seulement intime, mais dangereuse. Elle ne renonce pas pour autant. Au contraire, cette révélation renforce sa détermination. Plus tard, elle se rend chez Alix. Elle veut comprendre d'où vient exactement ce lot. Alix maintient d'abord sa version du vide-grenier, comme un réflexe de protection. Mais face aux larmes de Nathalie, face à cette détresse qui ne peut plus être ignorée, elle finit par craquer. Elle avoue que le lot a été acheté à un fournisseur douteux. Elle soupçonne même qu'il provienne d'un cambriolage. Ces mots tombent comme une pierre dans l'estomac de Nathalie. Pour la première fois, l'espoir et la culpabilité se mêlent. Elle était si proche d'une réponse, mais cette proximité repose peut-être sur un acte illégal. Alix promet de parler à José, de tenter de lui tirer les vers du nez. Ce n'est pas une garantie, seulement une tentative. Nathalie s'accroche malgré tout à cette promesse fragile. Dans un autre registre, Thierry convoque Dimitri une nouvelle fois. Son ton est ferme, presque insistant. Il lui répète qu'il est la victime dans cette affaire. Il peut porter plainte, il peut même accuser ses agresseurs de tentative de meurtre. Les mots sont lourds de conséquences. Dimitri, jusque-là hésitant, sent la pression monter. Porter plainte, c'est ouvrir une nouvelle bataille. Se taire, c'est accepter l'injustice. À la nuit tombée, Nathalie ressent déjà la fatigue d'une journée trop chargée en émotions. Elle apprend qu'Alix n'a pas réussi à obtenir les coordonnées de son père. La promesse se délite avant même d'avoir pris forme. L'espoir qu'elle avait laissé grandir s'effondre brutalement. Elle s'en veut d'avoir cru que tout pouvait se résoudre si vite. Sur le chemin du retour, elle marche sans vraiment voir où elle va.
Les lumières de la ville deviennent floues à travers ses larmes. Elle tente de retenir ce sanglot qui menace de l'étouffer, mais il finit par la submerger. En pleine rue, elle craque. Ce n'est plus une simple déception. C'est la sensation d'avoir touché du doigt quelque chose d'essentiel avant qu'on le lui retire. Elle décide de rentrer chez elle, de dormir, d'arrêter de penser. Mais elle sait déjà que cette nuit ne sera pas paisible. Entre un père aperçu quelques secondes et un avenir encore incertain, Nathalie comprend que la vérité ne se dévoilera pas sans douleur. Et pendant que certains quittent Montpellier et que d'autres tentent d'y bâtir un rêve audacieux, une chose devient claire, rien ne restera en place très longtemps. Les départs, les paris insensés et les secrets à demi révélés s'entremêlent, dessinant les contours d'un nouvel équilibre prêt à vaciller. Le départ de Victor ne se résume pas à une signature sur un compromis de vente. Il a la gravité d'un arrachement discret. Depuis qu'il a annoncé sa décision, une atmosphère étrange flotte autour de la paillote, comme si les murs eux-mêmes avaient compris que quelque chose touchait à sa fin. Victor continue de se déplacer dans l'établissement avec la même lenteur mesurée, mais son regard n'est plus tout à fait le même. Il observe plus qu'il n'agit. Il mémorise plus qu'il ne décide. Il ne dramatise pas son choix. Il parle de rejoindre son fils et la mère de celui-ci comme d'une évidence tardive, presque d'un devoir qu'il n'aurait que trop repoussé. Pourtant, au fond, ce départ ressemble aussi à une fuite douce, un moyen de refermer certaines blessures qui n'ont jamais vraiment cicatrisé à Montpellier. Quitter la ville, c'est peut-être aussi échapper aux regards, aux souvenirs, aux erreurs passées. Gary, lui, ne voit que l'espace laissé libre. Là où d'autres perçoivent un vide, il imagine un terrain à conquérir. Depuis l'annonce de la vente, il passe devant la paillote avec une intensité nouvelle. Il se projette déjà dans les lieux. Il visualise les transformations, les rénovations, les soirées thématiques. Il parle d'expériences immersives avec une passion presque contagieuse. À ses yeux, le public veut être surpris, transporté, embarqué dans un univers. Il ne s'agit plus simplement de servir des plats ou des cocktails, mais de raconter une histoire. Lorsqu'il expose ses idées à Emma, il déborde d'énergie. Il décrit des décors changeants, des ambiances musicales évolutives, des mises en scène capables de transformer une simple soirée en souvenir marquant. Emma l'écoute, partagée entre admiration et prudence. Elle connaît cette flamme qui s'allume chez Gary lorsqu'il se lance dans un projet. Elle sait aussi combien cette flamme peut brûler vite et fort. L'annonce faite à Henrik et Inès n'a rien d'anodin. Gary ne parle pas d'une hypothèse, mais d'un presque rachat. Ce « presque » est lourd de promesses et de risques. Il évoque l'investissement de l'argent de Marilyn avec une certaine fierté, comme s'il avait déjà franchi une étape décisive. Il parle aussi d'un crédit bancaire, prononçant le mot avec une assurance qui tente de masquer la fragilité de l'entreprise. Inès, malgré son attachement à son père, ne parvient pas à partager pleinement son enthousiasme. Elle lui rappelle, sans agressivité mais avec lucidité, qu'il ne connaît rien à la restauration. Elle ne doute pas de sa créativité, mais elle craint l'ampleur du défi. Derrière ces mots mesurés se cache une peur plus profonde, celle de voir Gary se perdre dans un projet trop grand pour lui. Dans le même temps, Nathalie traverse une autre forme de vertige. La journée passée à midi libre a ouvert une brèche qu'elle ne parvient plus à refermer. Le visage de son père ne cesse de revenir dans son esprit, comme une image obsédante. Elle revoit la manière dont il se tenait, la courbe de ses épaules, le timbre de sa voix. Ces détails, si banals en apparence, prennent une dimension presque sacrée. Elle se surprend à imaginer des scénarios, à reconstruire mentalement des conversations qu'elle n'a jamais eues. Elle se demande quel homme il était, ce qu'il pensait en tenant cette poussette, s'il savait que sa fille grandirait sans lui. L'émotion intense du visionnage laisse place à une douleur plus diffuse, plus profonde. Voir, ce n'est pas comprendre. Entendre, ce n'est pas savoir. La visite chez Alix a compliqué les choses. L'aveu sur l'origine douteuse du lot a ajouté une couche d'incertitude à une situation déjà fragile. Nathalie ne peut s'empêcher de se demander si la vérité qu'elle cherche repose sur un vol, sur une injustice faite à quelqu'un d'autre. Ce soupçon ne diminue pas son désir de réponse, mais il l'assombrit. Alix, de son côté, ne se dérobe plus. Elle a vu l'état dans lequel se trouve Nathalie. Elle sait que cette histoire dépasse largement une question d'objet ancien ou de provenance suspecte. Elle promet de parler à José. Elle promet d'insister, de chercher, de fouiller. Mais au fond, elle sait aussi que certaines portes ne s'ouvrent pas sans conséquence. Parallèlement, Thierry continue de pousser Dimitri dans ses retranchements. Leur nouvel entretien est tendu. Thierry insiste, Dimitri est la victime. Il doit porter plainte, il doit utiliser les mots justes, ne pas minimiser les faits. L'idée d'une tentative de meurtre n'est pas lancée à la légère. Elle vise à faire prendre conscience à Dimitri de la gravité de ce qu'il a subi. Dimitri oscille entre colère et fatigue.
Porter plainte, c'est accepter d'entrer dans un engrenage judiciaire long et éprouvant. C'est revivre les faits, les répéter, les détailler. Mais se taire reviendrait à laisser ses agresseurs impunis. Thierry, en bon stratège, sait que la décision doit venir de lui. Il ne force pas, mais il oriente. À la tombée de la nuit, les trajectoires semblent se croiser sans se rencontrer. Victor prépare son départ avec une sobriété presque pudique. Gary affine ses projections, déjà absorbée par ses plans. Nathalie, elle, se replie sur elle-même. La déception de ne pas avoir obtenu les coordonnées de son père agit comme une chute brutale après l'élévation. Elle s'en veut d'avoir espéré si fort, si vite. Elle se reproche d'avoir cru qu'un simple film pouvait suffire à combler des années de silence. Elle rentre chez elle avec une lassitude qui dépasse la fatigue physique. Elle veut dormir, arrêter de penser, suspendre le flot d'images et de questions qui l'assaillent. Pourtant, une chose est certaine, rien ne pourra effacer ce qu'elle a vu. Le visage de son père existe désormais. Il n'est plus une abstraction. Et même si les coordonnées restent introuvables pour l'instant, une ligne invisible a été tracée entre le passé et le présent. À Montpellier, les décisions se prennent, les espoirs naissent, les blessures se rouvrent. Entre un homme qui part, un autre qui parie tout, et une femme qui cherche à combler un vide, l'équilibre reste fragile. Chaque choix posé aujourd'hui semble contenir en germe une conséquence plus vaste, prête à éclater. Le lendemain du visionnage du film, Nathalie se réveille avec une sensation étrange, comme si elle avait traversé un rêve trop intense pour être réel. Pourtant, tout est bien là. Les images, les mots, la voix de cet homme qu'elle peut désormais appeler « mon père » sans que ce soit une abstraction. Elle reste quelques minutes immobile dans son lit, les yeux fixés au plafond, à essayer de retenir les détails qui menacent déjà de se diluer dans la mémoire. Elle se revoit, debout à midi libre, les mains crispées devant l'écran. Elle revoit la silhouette de sa mère, la poussette, le geste presque banal d'un homme qui penche la tête pour parler à un bébé. Ce bébé, c'était elle. Cette évidence la bouleverse encore. Toute son enfance a été construite autour d'un manque, d'un silence soigneusement entretenu. Et voilà que ce silence a désormais un visage. Mais très vite, l'euphorie fragile cède la place à une frustration plus tenace. Les coordonnées restent introuvables. Alix n'a pas réussi à obtenir quoi que ce soit de concret. La promesse d'interroger José reste suspendue, comme un fil trop fin pour supporter le poids des attentes de Nathalie. Elle comprend que la quête ne fait que commencer, et qu'elle sera probablement plus longue et plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Dans un autre coin de Montpellier, Gary ne dort presque plus. Son esprit est saturé d'idées. Il dresse des listes mentales, imagine des budgets, anticipe les travaux. Il a déjà commencé à parler de la paillote comme si elle lui appartenait. Il en évoque les murs, la terrasse, la vue, avec une familiarité nouvelle. À ses yeux, Victor a fait son temps. Lui peut offrir un second souffle au lieu. Lorsqu'il retrouve Henrik, il détaille ses plans avec une énergie débordante. Il parle de soirées immersives, de concepts thématiques inspirés de voyages, d'ambiances capables de transformer chaque client en acteur d'une expérience. Il veut surprendre, marquer, faire de la paillote un lieu incontournable. Il ne voit pas les obstacles, seulement le potentiel. Henrik l'écoute, partagé entre admiration et scepticisme. Il ne remet pas en cause la créativité de Gary, mais il sait que la réalité économique est souvent plus rude que les projections enthousiastes. Il évoque les charges, les fournisseurs, les imprévus. Gary balaie ses inquiétudes d'un geste presque impatient. À ses yeux, le risque est la condition même du succès. Inès, elle, ne se contente pas d'observer. Elle confronte son père avec une franchise teintée d'inquiétude. Elle lui rappelle qu'il va investir l'argent de Marilyn, qu'il va contracter un crédit. Elle lui demande s'il a réellement mesuré l'ampleur de l'engagement. Gary, piqué au vif, défend son projet avec passion. Il parle de vision, de modernité, d'audace. Mais derrière son assurance, une légère tension affleure. Il sait qu'il joue gros. Pendant ce temps, Johanna tente de maintenir une légèreté qu'elle revendique presque comme une armure. Elle dîne avec Sabine, et son téléphone vibre. Un message de Guillaume Sérignan, plein d'humour et de sous-entendus complices. Johanna sourit malgré elle. Elle explique à Sabine qu'avec Guillaume, les choses sont simples. Pas de promesses, pas d'attente. Juste le plaisir de se retrouver. Sabine l'observe avec une douceur mêlée de prudence. Elle lui conseille de profiter, de ne pas trop analyser. Johanna acquiesce, mais au fond, elle sait que cette légèreté est aussi une manière de ne pas replonger dans les blessures du passé. Elle a décidé de ne rien attendre de sérieux. De ne pas s'attacher au point de souffrir. Thierry, de son côté, poursuit son travail méthodique auprès de Dimitri. Il ne relâche pas la pression. Il lui rappelle que ne pas porter plainte reviendrait à banaliser l'agression. Il évoque la tentative de meurtre sans détour.
Les mots sont lourds, presque brutaux, mais ils ont pour but de réveiller une prise de conscience. Dimitri se sent pris entre deux feux. D'un côté, la peur de revivre les faits, de s'exposer, de replonger dans la violence subie. De l'autre, la colère de laisser ses agresseurs libres. Thierry ne lui impose rien, mais il trace un chemin clair. Il lui montre que la loi peut être une arme, à condition d'accepter de s'en servir. Au fil des heures, Nathalie ressent le contre-coup émotionnel de sa découverte. L'intensité du moment vécu à midi libre laisse place à une fatigue profonde. Elle se rend compte que voir le visage de son père a ouvert une brèche qu'elle ne sait pas encore refermer. Elle pensait que cette révélation apporterait un apaisement immédiat. Elle découvre qu'elle soulève surtout de nouvelles questions. Elle se surprend à imaginer une rencontre. Elle s'interroge sur ce qu'elle lui dirait. Elle craint aussi sa réaction. Et s'il ne voulait pas d'elle? S'il préférait que le passé reste enfoui? Cette possibilité la glace. Elle comprend que la quête d'identité peut parfois mener à une nouvelle forme de rejet. Le soir venu, elle repense aux mots d'Alix. À cette origine douteuse du lot. Elle mesure le caractère fragile de l'indice sur lequel elle s'appuie. Elle sait que José détient peut-être une part de la vérité. Mais elle redoute ce que cette vérité pourrait révéler. Une histoire familiale entachée d'ombres, de secrets, voire de fautes. À la Paillote, Victor passe une dernière fois en revue les comptes, les dossiers, les contrats. Il agit avec une précision presque rituelle. Il ne montre pas d'émotion particulière, mais chaque geste semble chargé d'une signification silencieuse. Il sait que d'autres s'apprêtent à reprendre le flambeau. Il accepte cette transition avec une dignité calme. Les trajectoires continuent de se dessiner. Un départ, un pari audacieux, une quête intime. À Montpellier, rien n'est figé. Les décisions prises aujourd'hui engagent des lendemains incertains. Et chacun, à sa manière, avance sur un fil tendu entre espoir et crainte. Le départ de Victor devient soudain plus concret lorsque les premières démarches administratives s'accélèrent. Les rendez-vous s'enchaînent, les documents circulent, les signatures approchent. Ceux qui gravitent autour de la Paillote commencent à réaliser que ce n'est pas une simple rumeur, l'établissement va changer de main. Cette certitude agit différemment sur chacun. Victor, fidèle à lui-même, refuse toute dramatisation. Il parle de transmission plutôt que d'abandon. Pourtant, lorsqu'il se retrouve seul face à la terrasse encore vide au petit matin, son regard se voile un instant. Ce lieu l'a accompagné dans ses épreuves, dans ses silences, dans ses tentatives de réparation. Quitter Montpellier, c'est aussi laisser derrière lui des souvenirs qu'il ne pourra plus contrôler. Gary, lui, sent l'urgence monter. Il multiplie les projections. Il établit des budgets prévisionnels, discute avec des banques, évalue les possibilités de crédit. L'argent de Marilyn représente un engagement affectif autant que financier. Il ne peut pas se permettre l'échec. Plus il avance, plus la réalité du pari fou s'impose à lui. Pourtant, loin de le freiner, cette pression semble nourrir sa détermination. Il retourne à la Paillote, observe la disposition des tables, imagine des transformations. Il parle déjà de repenser l'identité visuelle, de moderniser l'offre, de créer un concept fort. À ses yeux, le lieu a besoin d'un récit, d'une âme nouvelle. Il ne veut pas effacer l'héritage de Victor, mais le dépasser. Inès continue de surveiller l'évolution du projet avec une inquiétude croissante. Elle n'attaque pas frontalement son père, mais elle lui pose des questions précises. Elle veut savoir comment il compte gérer les imprévus, s'il a prévu un plan B. Gary, parfois agacé, lui reproche de manquer de foi. Elle lui répond qu'elle préfère la lucidité à l'enthousiasme aveugle. Dans un tout autre registre, Nathalie tente de reprendre une forme de normalité. Elle retourne à midi libre, non plus avec l'excitation de la découverte, mais avec une détermination plus froide. Elle veut comprendre l'origine exacte du film. Elle interroge Marc avec précision. Elle cherche à savoir si d'autres copies existent, si d'autres personnes ont pu voir ces images. Marc, conscient de la fragilité émotionnelle de Nathalie, reste prudent. Il lui rappelle que le film a déjà suscité des tensions, voire une agression. Cette dimension inquiétante ajoute une couche supplémentaire à la quête. Nathalie ne cherche pas le danger, mais elle refuse désormais de reculer. Voir le visage de son père a changé quelque chose en elle. Elle ne peut plus revenir en arrière. La révélation d'Alix sur l'origine douteuse du lot continue de la hanter. Elle comprend que la vérité qu'elle poursuit pourrait être liée à un cambriolage. Cette possibilité la met mal à l'aise. Elle ne veut pas que son histoire personnelle soit entachée par une faute. Mais elle sait aussi que le passé n'est jamais parfaitement propre. Alix, de son côté, tente réellement de joindre José. Elle mesure l'importance de cette piste. Elle sait qu'elle a une part de responsabilité dans cette situation. Si elle n'avait pas acheté ce lot suspect, peut-être que Nathalie n'aurait jamais eu accès à ces images. Mais en même temps, sans cet achat,
elle n'aurait jamais vu le visage de son père. Thierry, quant à lui, continue de travailler sur le dossier de Dimitri. Il insiste sur la cohérence du récit, sur la nécessité de poser des mots justes. Il évoque encore la tentative de meurtre, cherchant à faire comprendre à Dimitri la gravité juridique des faits. Dimitri commence à entrevoir que le silence pourrait être interprété comme une faiblesse. Le poids de la décision l'écrase. Il sait que porter plainte déclenchera une procédure longue et éprouvante. Mais il comprend aussi que se taire reviendrait à minimiser la violence subie. Thierry ne lui promet pas une victoire facile. Il lui parle de justice avec réalisme, sans embellir. Pendant ce temps, Johanna continue d'afficher une légèreté assumée. Elle échange des messages avec Guillaume Sérignan, plaisante, évite toute projection. Elle répète à Sabine qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Rien de sérieux, rien d'engageant. Elle veut croire que cette relation sans pression est exactement ce dont elle a besoin. Pourtant, au fond d'elle, une question subsiste. Est-ce réellement un choix ou une protection ? Sabine, fine observatrice, ne la confronte pas directement. Elle l'encourage simplement à profiter sans se mentir à elle-même. Johanna sourit, mais son regard trahit parfois une hésitation fugace. La tension émotionnelle atteint un nouveau sommet lorsque Nathalie apprend qu'Alix n'a pas obtenu les coordonnées de son père. La promesse d'une avancée concrète s'effondre brutalement. Elle ressent une déception plus violente encore que la veille. Cette fois, ce n'est plus l'inconnu qui la fait souffrir, mais l'espoir déçu. Elle se reproche d'avoir imaginé une suite logique. Elle avait déjà anticipé un appel, une rencontre, peut-être une explication. L'absence d'information la renvoie à son point de départ, avec en plus le souvenir du visage qui la hante. En quittant les lieux, elle tente de garder contenance. Mais à mesure qu'elle s'éloigne, la frustration se transforme en tristesse pure. Les rues de Montpellier lui semblent soudain étrangères. Elle marche sans vraiment savoir où elle va. Les passants deviennent flous, les bruits se mêlent. Puis la digue cède, les larmes montent, irrépressibles. Elle craque en pleine rue, incapable de retenir ce qui la submerge. Ce n'est pas seulement la déception du jour. C'est l'accumulation d'années de silence, d'absence, de questions restées sans réponse. Elle décide de rentrer chez elle. Elle veut dormir, se mettre à distance, suspendre le flot des émotions. Mais au fond, elle sait que rien ne sera plus comme avant. Le visage de son père existe désormais dans sa mémoire. Et même si les coordonnées restent introuvables, une porte a été entr'ouverte. À Montpellier, pendant qu'un homme prépare son départ, qu'un autre mise tout sur un pari audacieux, et qu'une femme tente de recoller les morceaux de son histoire, les équilibres continuent de vaciller. Chaque décision semble en entraîner une autre, comme un enchaînement inévitable. Le jour du départ approche et Victor commence à vider les derniers tiroirs de son bureau à la paillote. Il ne s'agit plus seulement d'un projet abstrait, mais d'un compte à rebours discret. Les papiers s'empilent, les souvenirs ressurgissent au détour d'une vieille facture ou d'une photo oubliée. Chaque objet déplacé semble refermer un chapitre. Il agit avec calme, presque avec méthode, comme s'il voulait éviter toute effusion inutile. Ce départ n'est pas une fuite spectaculaire. Il est le résultat d'un cheminement intérieur. Rejoindre son fils et la mère de celui-ci n'est pas une décision prise à la légère. Victor a longtemps été ancré à Montpellier, attaché à ce lieu comme à une part de son identité. Pourtant, il comprend que certaines priorités s'imposent avec le temps. Il ne veut pas regarder en arrière avec des regrets. Gary, de son côté, vit cette transition avec une intensité presque électrique. Plus la signature approche, plus son esprit s'emballe. Il parle déjà comme un futur propriétaire. Il imagine les premières soirées, les affiches, les annonces sur les réseaux sociaux. Il veut créer l'événement, marquer les esprits dès l'ouverture. Mais derrière l'enthousiasme, une tension nouvelle s'installe. Les discussions avec la banque sont plus complexes qu'il ne l'avait anticipé. Les garanties demandées sont importantes. L'investissement de l'argent de Marilyn prend soudain une dimension concrète, presque vertigineuse. Ce n'est plus un simple projet audacieux, c'est un engagement financier lourd. Inès le voit changer. Son père dort moins, parle plus vite, s'irrite plus facilement lorsqu'on lui pose des questions trop précises. Elle ne veut pas le décourager, mais elle refuse d'applaudir aveuglément. Elle lui rappelle que la paillote a une histoire, une clientèle fidèle, un équilibre fragile. Transformer un lieu ne se fait pas sans risque. Gary lui répond que le risque est nécessaire pour avancer. Il parle de vision, de modernité, de repositionnement stratégique. Il affirme que Victor a fait son temps et que le public attend autre chose. Pourtant, lorsqu'il se retrouve seul, une part de doute s'infiltre. Et si Inès avait raison? Et s'il sous-estimait la difficulté? Dans le même temps, Nathalie tente de rassembler ses forces. La crise de la veille l'a laissée épuisée. Elle a dormi sans vraiment se reposer, hantée par le visage de son père et par l'absence de coordonnées.
Elle se lève avec la sensation d'avoir traversé une tempête intérieure. Elle décide de retourner voir Alix. Non pour exiger, mais pour comprendre. Elle a besoin de savoir si José a répondu, si une piste s'est ouverte. Alix, embarrassée, admet que les choses sont plus compliquées qu'elle ne l'avait espéré. José reste évasif. Il ne nie pas l'origine douteuse du lot, mais il ne fournit aucun détail exploitable. Cette impasse ravive la frustration de Nathalie. Elle ne reproche rien directement à Alix, mais son regard trahit une fatigue immense. Elle comprend que la vérité ne se dévoilera pas par un simple coup de téléphone. Il faudra fouiller, insister, peut-être déranger. Pourtant, malgré la déception, quelque chose a changé en elle. Elle ne se sent plus seulement victime d'un silence. Elle se sent actrice d'une recherche. Elle sait désormais à quoi ressemble son père. Cette image lui donne une forme de force nouvelle, même si elle s'accompagne de douleur. Pendant ce temps, Thierry poursuit son travail avec Dimitri. La discussion devient plus concrète. Dimitri commence à envisager sérieusement le dépôt de plainte. Il ne parle plus seulement de peur, mais aussi de colère. Il réalise que rester silencieux reviendrait à accepter une injustice. Thierry lui explique les étapes, les conséquences possibles, les délais. Il ne promet pas une issue rapide. Il parle de procédure, de preuves, de témoignages. Mais il insiste sur un point, la justice ne peut agir que si la victime accepte de s'exprimer. Johanna, quant à elle, continue de naviguer dans sa relation légère avec Guillaume Sérignan. Les échanges sont teintés d'humour, de complicité, d'une absence assumée de projection. Elle répète qu'ils ne veulent rien de sérieux. Elle apprécie cette simplicité. Mais lorsqu'elle se retrouve seule, une pensée la traverse. Et si cette légèreté était un moyen d'éviter une nouvelle chute? Elle a déjà connu des relations où l'engagement pesait lourd. Aujourd'hui, elle préfère l'instant. Sabine, fidèle confidente, l'encourage à profiter sans se mentir. À la Paillote, l'atmosphère devient étrange. Les habitués apprennent peu à peu la vente. Certains expriment leur surprise, d'autres leur nostalgie. Victor accueille ces réactions avec un sourire mesuré. Il ne cherche pas à se justifier. Il explique simplement qu'un cycle se termine. Gary observe ces scènes avec attention. Il comprend que reprendre un lieu, ce n'est pas seulement gérer un espace, mais hériter d'un attachement collectif. Il devra convaincre, rassurer, séduire à nouveau. Nathalie, de son côté, rentre chez elle plus tôt que prévu. Elle s'assoit, regarde son téléphone, hésite à rappeler Marc. Elle veut savoir si d'autres pistes existent. Mais elle redoute une nouvelle déception. Le silence de l'appartement lui pèse. Elle repense à sa mère, à ce qu'elle lui a laissé en héritage. Un mystère, une absence, un vide à combler. Elle se demande si cette quête ne risque pas de la briser. Pourtant, renoncer serait pire. À Montpellier, les trajectoires continuent de se croiser sans se confondre. Victor s'apprête à partir. Gary joue un pari immense. Nathalie poursuit une vérité fragile. Dimitri envisage la justice. Johanna cultive la légèreté. Chacun avance, porté par ses propres motivations, mais tous sont liés par cette ville qui ne cesse de redistribuer les cartes. Le moment tant redouté finit par arriver sans fracas. Victor passe une dernière fois le seuil de la Paillote en tant que propriétaire. Il ne cherche pas les regards, ne prononce pas de grands discours. Il serre quelques mains, échange quelques mots simples, puis s'attarde un instant face à la mer. Ce paysage l'a accompagné dans ses réussites comme dans ses défaites. Il sait qu'il ne reviendra pas ici avec le même statut. Ce départ n'a rien d'une rupture brutale, mais il a la profondeur d'un adieu. Il remet les dernières clés, règle les ultimes détails administratifs. Le geste est sobre, presque anodin, mais pour Gary, il marque un basculement décisif. Ce qui n'était qu'un projet devient réalité. La Paillote change de main. Le pari fou commence réellement maintenant. Gary ressent à la fois une exaltation et une pression intense. Il se tient au milieu de la terrasse comme un chef d'orchestre devant une scène vide. Il imagine déjà les transformations à venir. Il parle d'expériences immersives avec encore plus d'assurance, comme s'il devait convaincre non seulement les autres, mais aussi lui-même. Il évoque des rénovations rapides, des concepts innovants, des soirées capables de redonner un souffle spectaculaire au lieu. Pourtant, à mesure que les devis arrivent, que les premiers chiffres se précisent, la réalité le rattrape. Les travaux coûteront plus cher que prévu. Les délais risquent de s'allonger. Le crédit bancaire devient une nécessité urgente. Il commence à comprendre que l'audace devra s'accompagner d'une gestion rigoureuse. Inès observe cette montée en tension. Elle voit les nuits plus courtes, les conversations plus nerveuses. Elle ne reproche plus, elle soutient à sa manière, tout en restant vigilante. Elle sait que son père est capable de s'investir corps et âme, parfois au point d'en oublier ses propres limites. Elle tente de maintenir un équilibre entre encouragement et prudence. Pendant ce temps, Nathalie poursuit son chemin intérieur.
La découverte du visage de son père continue de l'habiter. Elle se surprend à analyser chaque détail de la vidéo, à revoir mentalement la scène. Elle cherche dans ce regard un indice, une émotion, un signe qui pourrait expliquer l'absence. Elle retourne à midi libre avec une détermination plus calme, moins fébrile. Elle questionne Mark sur d'éventuelles archives complémentaires. Elle demande si d'autres films du même lot existent, si d'autres images pourraient contenir des indices. Mark comprend que cette quête dépasse désormais la simple curiosité journalistique. Mais la réponse reste la même, aucune coordonnée, aucune trace concrète. Le film est un fragment isolé, une pièce d'un puzzle dont le reste demeure invisible. Nathalie ressent une nouvelle vague de frustration, mais cette fois, elle ne s'effondre pas. Elle encaisse, respire, se contient. Elle réalise que cette recherche n'aura pas de solution immédiate. Elle devra s'armer de patience. Elle commence à envisager d'autres pistes, des registres, des témoins, des connaissances anciennes de sa mère. Elle comprend que la vérité ne viendra pas à elle, qu'elle devra aller la chercher. Dans un autre registre, Thierry obtient enfin un tournant avec Dimitri. Après des jours d'hésitation, Dimitri accepte l'idée de porter plainte. La décision n'est pas prise à la légère. Elle est le résultat d'une réflexion douloureuse. Il ne veut plus se sentir réduit au silence. Thierry accueille cette décision avec sérieux. Il explique les prochaines étapes, insiste sur la nécessité de précision et de cohérence. Il sait que cette procédure pourrait être longue, mais il sait aussi que ce choix représente une forme de reconquête pour Dimitri. Johanna, quant à elle, continue de cultiver son détachement apparent. Elle retrouve Guillaume Sérignan sans tension, sans promesse. Ils partagent des moments simples, presque légers. Elle répète qu'ils ne veulent rien de sérieux. Elle s'en persuade autant qu'elle le dit. Mais lorsqu'elle repense à ses anciennes blessures, elle mesure le fragile équilibre sur lequel elle avance. Elle choisit la liberté plutôt que l'engagement, l'instant plutôt que la projection. Sabine, attentive, ne la juge pas. Elle sait que chacun avance à son rythme. À la Paillote, les premiers changements commencent. Gary teste des idées, modifie la disposition, imagine des ambiances. Il parle déjà d'un renouveau spectaculaire. Certains habitués regardent ces évolutions avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Le lieu entre dans une phase de transition. Victor, déjà tourné vers son nouveau départ, ne se mêle plus des décisions. Il observe de loin, sans intervenir. Il accepte que le lieu lui échappe désormais. Son regard n'est pas amer, mais empreint d'une forme de détachement apaisé. Nathalie, de son côté, rentre chez elle avec une résolution nouvelle. Elle ne veut plus que cette quête la submerge. Elle décide de reprendre le contrôle de son rythme. Elle note les informations dont elle dispose, établit un plan. Elle ne veut plus seulement espérer, elle veut agir. La douleur est toujours là, mais elle se transforme. Elle n'est plus une vague incontrôlable, mais une tension intérieure maîtrisée. Nathalie comprend que la recherche de son père sera un chemin long, semé d'obstacles. Elle choisit de ne pas abandonner. À Montpellier, les lignes bougent. Un homme part, un autre prend le risque de tout changer. Une femme refuse de laisser son passé la définir. Un autre décide de se battre juridiquement. Une autre encore avance prudemment dans une relation sans attache. La ville semble calme en surface, mais sous cette apparente stabilité, les décisions prises aujourd'hui dessinent des conséquences à venir. Chaque pari, chaque choix, chaque quête intime ouvre la voie à un nouvel équilibre, encore fragile. Le départ de Victor finit par s'inscrire dans le réel, non plus comme une rumeur ou une décision annoncée, mais comme une absence tangible. La Paillote, désormais sous la responsabilité de Gary, ne lui appartient plus, ni juridiquement ni symboliquement. Pourtant, son empreinte reste inscrite dans les murs, dans les habitudes des clients, dans les souvenirs partagés autour d'un verre face à la mer. Victor ne s'autorise aucun regret visible. Il part avec cette pudeur qui l'a toujours caractérisé, comme s'il refusait de transformer son choix en drame. Pour Gary, au contraire, tout commence. L'excitation des premiers jours laisse place à une concentration plus intense. Il comprend que le véritable défi ne réside pas seulement dans l'idée d'un concept immersif, mais dans la capacité à l'ancrer dans la réalité. Les chiffres sont là, froids, implacables. Les travaux doivent être planifiés, les fournisseurs contactés, les délais respectés. L'argent de Marilyn, investi avec confiance, devient une responsabilité morale autant que financière. Le crédit bancaire, désormais enclenché, matérialise le risque. Il passe des heures à réfléchir à l'identité nouvelle qu'il veut donner à la Paillote. Il imagine des ambiances capables de surprendre, des événements susceptibles d'attirer une clientèle plus large. Mais derrière cette ambition, une question le traverse. Réussira-t-il à convaincre les habitués que le lieu ne trahit pas son passé ? Transformer sans dénaturer, innover sans effacer. L'équilibre est délicat.
Inès, plus que jamais, joue un rôle discret mais essentiel. Elle observe les moindres fluctuations de l'humeur de son père. Elle perçoit les moments de doute, ces instants où l'assurance se fissure légèrement. Elle ne le critique plus frontalement. Elle choisit de l'accompagner, tout en gardant son regard lucide. Elle sait que ce pari fou peut devenir un tournant décisif, pour le meilleur comme pour le pire. Pendant que Gary se projette dans l'avenir, Nathalie, elle, s'enfonce dans les couches plus profondes de son passé. La découverte du visage de son père a déclenché une transformation intérieure irréversible. Elle ne peut plus prétendre que cette absence n'a pas de forme. Elle a désormais une image, une voix, un fragment de vérité. La déception liée à l'impossibilité d'obtenir ses coordonnées continue de la blesser, mais elle ne l'écrase plus comme au premier jour. Elle comprend que l'espoir, aussi douloureux soit-il, est une force motrice. Elle commence à envisager d'autres pistes, des archives, des témoignages anciens, des registres administratifs. Elle refuse de laisser cette histoire s'arrêter sur une impasse. Elle se rend compte aussi que cette quête n'est pas seulement une recherche d'identité, mais une manière de réconcilier son passé avec son présent. Voir le visage de son père ne lui a pas offert de réponse, mais cela a brisé le mur du silence. Elle n'est plus face à un vide abstrait. Elle est face à une énigme concrète. La fragilité émotionnelle des jours précédents laisse place à une détermination plus structurée. Elle ne se laisse plus submerger en pleine rue. Elle apprend à contenir la douleur, à la transformer en énergie. Ce chemin sera long, elle le sait. Mais pour la première fois, elle se sent prête à l'emprunter sans détour. Dimitri, de son côté, franchit une étape décisive en acceptant de porter plainte. Ce choix ne le soulage pas immédiatement, mais il lui redonne une forme de maîtrise. Il cesse d'être uniquement victime pour devenir acteur d'une procédure. Thierry, fidèle à son approche méthodique, encadre cette démarche avec rigueur. Il rappelle que la justice est un processus, parfois lent, mais nécessaire. Johanna continue de cultiver une relation sans attache avec Guillaume Sérignan. Elle assume cette légèreté, consciente qu'elle lui permet d'avancer sans pression. Elle refuse de projeter l'avenir. Elle vit l'instant, comme une respiration après des tempêtes sentimentales passées. Sabine l'encourage à ne pas se juger, à accepter ce choix comme une étape. À Montpellier, les trajectoires semblent parallèles, mais elles sont reliées par une tension commune, celle du changement. Un homme quitte la ville pour rejoindre une autre vie. Un autre mise tout sur une transformation audacieuse. Une femme refuse de laisser son histoire incomplète. Un homme choisit de faire confiance à la justice. Une autre s'accorde le droit de vivre sans promesse. Le soir tombe sur la Paillote, encore en transition. Gary reste quelques minutes seul face à la mer. Il mesure l'ampleur du défi. Ce lieu est désormais son terrain, son pari, sa responsabilité. Il ne peut plus se contenter de rêver. Il doit agir. Au même moment, Nathalie, chez elle, regarde une dernière fois la capture d'écran du film qu'elle a réussi à obtenir. Le visage de son père lui apparaît comme une promesse inachevée. Elle ne sait pas quand elle le retrouvera. Elle ne sait même pas si elle le retrouvera un jour. Mais elle sait qu'elle ne renoncera pas. Montpellier continue de respirer, indifférente en apparence aux bouleversements intimes de ses habitants. Pourtant, sous cette surface tranquille, les décisions prises aujourd'hui dessinent les fractures et les espoirs de demain. Le départ de Victor n'est pas seulement une vente. Le rachat de Gary n'est pas seulement un projet. La quête de Nathalie n'est pas seulement un souvenir. Chacun de ces mouvements annonce un nouvel équilibre prêt à être testé.